Bonjour à tous et merci de votre participation. Petite introduction, donc, je suis Vincent Perrin, je suis en charge chez IBM de tout l'écosystème de partenaires sur l'ensemble de nos solutions logicielles qui tournent autour du public cloud, donc nos offres en cloud de type PaaS, IaaS, SaaS, mais également l'ensemble de nos offres logicielles. Et on a une stratégie assez significative sur tout ce qui tourne autour de l'hybride cloud, illustrée par un certain nombre de nos solutions. Et l'idée de cette matinée, c'était de la partager avec vous. Alors, comme l'a dit Axel, n'hésitez pas, que ça soit le plus interactif possible. Je peux faire un monologue, mais ce n'est pas forcément ma grande passion dans la vie. Donc, j'aime mieux l'échange. Donc, voilà, n'hésitez pas. La manière dont j'ai souhaité un peu structurer mon propos, c'est, dans un premier temps, peut-être un bilan de l'existant et d'une journée to cloud, de l'aventure que font un certain nombre de nos clients et que vous accompagnez au quotidien sur le déplacement d'un certain nombre de workloads sur du cloud. Mais j'essaierai de revenir aussi sur ma définition, une définition de ce qu'est le cloud. Ensuite, vous l'illustrez un peu par comment IBM a outillé et ce que IBM propose dans cette thématique-là. Et ensuite, vous l'illustrez par quelques petites démonstrations sur quelques pans qui sont pour nous importants et clés. Alors, le journey to cloud, l'aventure vers le cloud, c'est un voyage. Si je faisais la traduction mot à mot de journée, c'est un voyage qu'un certain nombre d'organisations ont pris, ont enclenché, ont déjà progressé de manière assez significative. Ouais, mais c'est vraiment un processus qui est itératif et qui a évolué et qui continue à évoluer. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est fondamentalement est vu comme pour un certain nombre d'entreprises comme un catalyseur. Ça a aidé ces dernières années à mettre en œuvre de nouvelles technologies. On parlait beaucoup ces dernières années d'intelligence artificielle portée par le cloud. Il est certain que le cloud a été un moyen pour les organisations de proposer à leurs clients finaux, j'entends, à leurs partenaires, à leur écosystème, de nouveaux services parce que il y avait un accès à des ressources, un accès à des données, une capacité à exposer des services de manière beaucoup plus rapide. Il y a aussi tout un pan économique non négligeable dans cette approche-là, d'un transfert CAPEX versus OPEX qui est non négligeable pour un certain nombre de financiers. Mais à la rigueur, on va mettre celui-ci de côté. C'est vrai que ce qu'on a vu dans ces éléments-là, c'est un certain nombre d'éléments clés qui ont encouragé, promu l'adoption du cloud. C'est à la fois cette approche de transformation business que j'évoquais, donc un shift sur comment optimiser les coûts, comment optimiser mon infrastructure IT, délivrer un peu plus de valeur au métier par cette partie innovation dans un premier temps. Puis il y a de nouveaux facteurs ont évolué, sont apparus. Toute la thématique de modernisation. On y reviendra, mais les systèmes des entreprises sont plus ou moins différents, mais globalement n'intègrent pas tous les paradigmes que les architectures cloud, les architectures construites par des cloud providers amenaient. Typiquement tout ce qui tourne autour de la microservisation, tout ce qui tourne autour de l'APIsation presque à outrance, tout ce qui va tourner autour de la scalabilité de l'infrastructure, étaient des choses qui ne sont pas fondamentalement toujours possibles lorsque je suis dans des approches traditionnelles plutôt monolithiques des applications. Pareil sur toute la partie optimisation de l'IT, dans un certain nombre de cas, être capable de pouvoir déborder son IT traditionnel au travers d'un cloud provider est un élément qui est aussi intéressant. Toute la partie big data est beaucoup plus facile à scaler, à passer à l'échelle lorsque je peux consommer à la demande, lorsque je peux collecter à la demande des données provenant de capteurs IoT, provenant de l'intelligence artificielle ou exploitant de l'intelligence artificielle. Donc, toute la partie big data a été un driver qui a stimulé l'adoption. La thématique de la sécurité, pour un certain nombre d'organisations, le cloud a été vu ou est vu comme un moyen de plus facilement
sécuriser son data center ou ses données ou son infrastructure que de le faire par soi-même. Considérant que lorsque vous êtes tout seul à devoir sécuriser votre data center, vous avez une expertise extrêmement significative à maintenir dans un univers qui évolue, et surtout quand vous êtes sur des marchés où potentiellement vos concurrents, vos confrères vont essayer de vous attaquer. Là où si vous déléguez la gestion de votre infrastructure à un tiers, forcément cette composante sécurité, ce tiers doit la gérer par une multiplicité de clients, pour une multiplicité de clients, et donc il va être capable de plus facilement suivre les évolutions, les besoins liés à cette sécurité. Et toute l'approche écosystème, qui revient un peu sur l'approche innovation que j'évoquais précédemment, c'est comment plus facilement partager, échanger, interagir avec l'écosystème. Et ça a été un des drivers assez significatifs. Si on revient sur des cas d'usage un peu plus concrets, il y a toute l'approche de scaling, effectivement, en se disant, avant j'avais une infrastructure qui était chez moi en propre, finie, et qui avait été dimensionnée pour un workload ou pour un certain nombre d'applications spécifiques. Demain, je vais pouvoir, en passant par des fournisseurs d'accès en mode cloud, consommer beaucoup plus facilement à la demande, en fonction et de manière beaucoup plus agile. J'ai besoin de provisionner des VM, j'ai besoin de provisionner un cluster Kubernetes, je vais pouvoir le faire sans avoir à potentiellement passer un bon de commande spécifique, attendre la livraison, devoir installer, etc. Toute la thématique disaster recovery, l'élément important, avoir 2 data centers, voire 3 data centers, suivant le niveau de SLA que l'on veut avoir, c'est onéreux. S'appuyer sur une offre de cloud, alors soit juste pour gérer son site de backup, son site de repli, soit en considérant que le cloud provider va gérer cette thématique de disaster recovery, va être un élément important. Mais il y a aussi des cas où, et on y reviendra par la suite, des approches très hétérogènes en termes d'intégration, qui est comment je suis capable dans une application, dans ma solution, d'intégrer des solutions SaaS tierces, comment je suis capable de tirer parti de mon legacy en considérant que un certain nombre des applications que j'ai chez moi, je ne pourrais pas les mettre demain ou je ne vais pas pouvoir les mettre rapidement sur le cloud, mais par contre, je voudrais pouvoir en tirer parti. Sheet pour un certain nombre de clients du mainframe, Sheet pour un certain nombre de clients dans des marchés extrêmement régulés, des données ou des applications et des données critiques, clients ou propriétaires de l'entreprise. Je ne vais pas vouloir les mettre sur un cloud provider. Par contre, j'ai besoin d'en exposer, j'ai besoin de valoriser ces données-là, et donc de l'étendre avec de la microservisation et une application plus moderne. C'est un élément important. Pareil, le multi-cloud, c'est des éléments que l'on voit poindre de manière de plus en plus significative. J'ai plusieurs cloud providers à ma disposition, chacun amenant ses services, ses capacités d'innovation, sa vitesse d'innovation, et potentiellement hébergeant des applications en mode SaaS ou en mode managé qui font sens pour moi, et donc ce qui va me nécessiter d'en avoir plusieurs et de devoir les gérer. Et donc ça augmente intrinsèquement la consommation de services cloud que je vais avoir, mais on le verra par la suite, ça peut aussi amener un certain nombre de contraintes. Toute la partie edge computing qui arrive de plus en plus est un usage du cloud, mais est aussi un usage de ce vers quoi je tends dans mon discours, qui est cette notion d'hybride cloud, qui est de plus en plus fondamentale, et qui aujourd'hui prend le pas dans cette approche de journey to cloud. Pourquoi elle prend le pas ? Si on regarde, on parle du cloud depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors, ça avait majoritairement commencé par un certain nombre d'applications clés dans le SaaS. Le IaaS avait pris aussi sa part dans les années qui ont suivi. Le PaaS, à mon sens, un peu moins. Mais globalement, si on regarde un système d'information d'une organisation, le nombre d'applications critiques qui ont migré vers le cloud, ou qui ont, et ça c'est un élément selon moi important sur la définition, le cloud n'est pas juste une localisation géographique, n'est pas juste je prends des services et je les mets chez IBM Cloud, chez AWS, chez Azure, chez OVH. C'est aussi quelle est l'architecture technologique qui sous-tend cela. Le cloud a introduit un certain nombre de nouveaux paradigmes. Je parlais tout à l'heure de la microservisation.
portée et accélérée par la containerisation des applications, un grand nombre des applications, et si je pense que c'est 80% d'applications qui n'ont pas migré, elles sont aussi des applications historiquement monolithiques sur des systèmes legacy. Elles n'ont pas embrassé ces nouveaux paradigmes. Peut-être que jamais elles ne migreront, elles ne sortiront du data center de l'entreprise. Par contre, il y a un vrai travail de modernisation de ces applications pour tirer parti de tous les nouveaux concepts issus du cloud que je venais de citer préalablement. Et pourquoi elles n'ont pas migré intrinsèquement? Il y a un premier élément qui est des besoins spécifiques aux applications et aux données. Alors, c'est surtout vrai, on le voit énormément sur la donnée. Je parlais tout à l'heure de données sensibles, critiques, qui nécessitent des accords d'un certain nombre de régulateurs. Je vais devoir les garder chez moi. Je parle de données de santé, je parle dans un certain nombre de cas de données bancaires, par exemple. Donc, je ne pourrais pas les migrer. C'est aussi le constat qu'aujourd'hui, les entreprises ont en moyenne 3 à 5 cloud providers, au sens large du terme, et ce n'est pas forcément toujours trivial d'interconnecter, d'amener un certain nombre de portabilité entre ces cloud providers. Donc, ce qui a freiné l'évolution dans un certain nombre d'applications critiques vers cela. En se disant, cette application-là, si je l'écris de manière spécifique pour tel ou tel cloud provider, comment je vais pouvoir évoluer demain? Est-ce que je ne vais pas rentrer dans une approche lock-in sur tel ou tel cloud provider? Et également un écart technologique. C'est comment j'intègre, comment je peux être assisté pour intégrer mes applications legacy dans des architectures cloud. Architectures cloud qui peuvent dans un premier temps être chez moi et demain évoluer vers d'autres choses. Alors, c'est un élément, il y a une question intéressante et on ne peut pas du tout, on ne pourra, ou alors on pourra dans le futur. Alors, en fait, c'est pas qu'on ne peut pas du tout et qu'on pourra dans le futur, c'est évidemment qu'on pourra dans le futur et le but de cette introduction, c'est de tirer déjà un constat et de montrer un certain nombre de solutions. Et donc, l'idée, c'est vraiment à la fois d'éliminer ces gaps technologiques, de simplifier l'intégration entre ces deux mondes-là. J'étais dans mes doubles écrans, c'est d'éliminer et d'amener une transformation de culture et de compétences pour faire diminuer ce legacy entre ces environnements historiques et ces environnements ou ces nouvelles architectures cloud. C'est d'amener des solutions qui sont beaucoup plus ouvertes. Et IBM, on en reviendra par la suite, accéléré par le rachat de Red Hat, a un gros footprint sur toute la partie open source, également sur toute l'approche d'ouverture et d'interopérabilité, qui sont complémentaires et importants, et un gros élément autour de la gouvernance et de la sécurisation dans ces approches de multi-cloud. Et dans le premier élément, c'est toute l'approche qui est ce qu'on évoque sous forme de slogan marketing, le Build Once, Deployed Anywhere. C'est de considérer une approche significative et très importante de la portabilité. Je dois demain être capable de développer mon application et de pouvoir l'apporter là où je le souhaite. L'apporter chez moi en on-prem, demain la faire migrer vers un cloud provider A, peut-être après-demain, pour des questions de scalabilité, pour des questions X ou Y, de la mettre en duel sur un autre cloud provider. Et c'est toujours la même application, les mêmes codes que j'aurais développés, la même architecture logicielle, mais elle pourra se déployer n'importe où. L'idée est corrélée à cette approche d'ouverture, d'éliminer autant que faire se peut le lock-in, et donc l'adhérence que je pourrais avoir sur telle ou telle infrastructure et telle ou telle localisation de l'infrastructure. Et ça, on le voit bien comme une nouvelle normalité. C'est aujourd'hui le cas que j'évoquais, c'est plusieurs cloud providers possédés auxquels les organisations souscrivent. Et c'est le besoin, la nécessité vitale pour les organisations de gérer de manière simple,
cette approche-là. l'IDC l'a bien repris dans un papier sur The Road to Hybrid Cloud, qui considérait qu'aujourd'hui, dans cette journée to cloud, on est en plusieurs phases. La première phase, c'était un peu cette phase d'innovation, d'agilité recherchée par les entreprises. Elles ont souscrit, contractualisé, déployé des solutions sur un cloud provider. Dans la phase 2, il y a eu un mix entre certains qui ont pris plusieurs cloud providers pour aller chercher différentes innovations, différents services, et d'autres qui ont commencé à intégrer une partie de leur legacy avec leur système fourni par des cloud providers, dans cette philosophie de modernisation. La phase 3, vers laquelle les entreprises vont, c'est une approche de type hybride, en considérant que l'idée, c'est de fournir une vue simplifiée sur tout le système d'information, quelle que soit sa localisation, quelle que soit sa technologie, parce que dans une phase qui est plus ou moins transitoire et qui restera dans un statu quo pour un certain nombre d'organisations, j'aurai cet environnement-là. J'aurai à gérer cet environnement avec du private cloud, du public cloud, du dédié, de l'architecture IT traditionnelle, tout ça dans mon environnement. Alors, il y aura toujours des contraintes légales, et c'est pour ça qu'il y aura toujours une infrastructure IT qui restera, il y aura toujours des clients, soit pour des contraintes légales, soit pour des convictions personnelles, qui considéreront d'avoir des éléments chez eux. Le cloud est à vocation, et on le voit dans toutes les projections des analystes, à grossir, donc il y aura de plus en plus de moves, d'applications, de workloads qui vont évoluer vers le cloud, et des éléments qui vont rester. Après, il y a des directions qui sont prises. Si on prend de manière spécifique pour IBM, sur sa partie public cloud, on a une verticalisation du cloud à différents autres acteurs. Aujourd'hui, au travers de deux industries spécifiques, que sont l'industrie de la finance et l'industrie des telcos. Donc, on a un IBM Cloud for FSS et un IBM Cloud for Telco. Si on prend le IBM Cloud for FSS, c'est un cloud qui a validé l'ensemble des contraintes liées au régulateur. Et pour faire cela, et ces contraintes liées au régulateur sont quasiment pas des contraintes techniques, mais des contraintes réglementaires, c'est appuyé sur ses partenaires que sont BNP, que sont Bank of America, pour valider, certifier son cloud pour pouvoir accueillir des données bancaires de manière internationale, de manière européenne, de manière française, de permettre aussi à des éditeurs de logiciels de poser leurs solutions sur ce cloud-là et d'hériter de l'ensemble des validations, des certifications qui sont mis derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres clients, d'autres secteurs que le monde de la finance réfléchissent à se mettre sur cette partie du cloud, sur ces services hautement régulés, sécurisés, pour hériter aussi de toutes ces validations, de toutes ces normes que celui-ci passe. Mais ça va être un choix que chaque client va faire. Et à la rigueur, pour moi, l'élément le plus critique dans cette journée to cloud, c'est pas de dire je prends mon application et je la mets chez un cloud provider. À la rigueur, je fais un lift and shift et je la mets sur mon cloud provider. Ça, c'est ce qui était fait, on va dire, initialement. Le vrai travail et la vraie valeur, elle est dans une perspective de modernisation de son application et donc de modernisation de son infrastructure IT. Et la modernisation, elle peut passer par déjà une microservisation de celle-ci, une consommation optimisée de celle-ci. C'est que dans cette approche de microservisation, il peut être considéré de dire que une des parties de l'application, je vais aller consommer un service PaaS chez un cloud provider A, un autre service PaaS chez un cloud provider B. Je vais laisser mon cœur système dans mon infrastructure traditionnelle. Je l'avais sur du mainframe. Je suis extrêmement content de la sécurisation qui est mise derrière. Par contre, j'ai toute une partie expérience utilisateur, interface utilisateur que je vais avoir mis et que je vais avoir déployé ailleurs. Donc, pour moi, c'est là qui est le plus important, c'est de repenser et de moderniser, basé sur les paradigmes du cloud, la solution, l'application, et après de la faire évoluer en termes de localisation, là où ça fait le plus de sens aujourd'hui et demain.
Et c'est ça qui a mené, et c'est cette réflexion-là qu'on a depuis maintenant un certain nombre d'années, qui a mené à l'acquisition de Red Hat, comme étant pour nous, et vu comme nous, comme un accélérateur de cette dimension hybride des infrastructures cloud, en disant, dans un système d'information, il y a un certain nombre de pans qui sont critiques. Il y a le pan que j'évoquais, que j'ai déjà un peu évoqué avec vous, autour de la donnée, autour de la plateforme de valorisation de la donnée. C'est un certain nombre de services qu'IBM historiquement propose, aidés par son écosystème de partenaires et d'intégrateurs. C'est des composants autour de la sécurité, pour être capable de se bâtir des SOC et de sécuriser au mieux son infrastructure applicative et technologique. Des choses autour de l'automatisation, de processus métier. Toute entreprise cherche à optimiser sa productivité, diminuer ses coûts, augmenter son agilité. Dans ça va passer par un certain nombre d'optimisations de processus, de type capture, de type gestion de workflow, de type gestion de règles pour automatiser le traitement de ces workflows, et de type RPA. Ça va passer aussi par la modernisation applicative. On verra par la suite quelques exemples. Ça va passer par de l'intégration. Intégration cloud to cloud, intégration cloud to on-prem. Donc ça va être de l'API management, ça va être du transfert de fichiers haute vitesse, etc., etc. Et bien entendu du management. Mais ça, c'est déjà des choses qu'on avait pour partie, alors qui sont améliorées, sur lesquelles on a encore ajouté des fonctionnalités aussi drivées par de l'intelligence artificielle dans le portefeuille de logiciels IBM. La grande nouveauté de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est cette couche rouge que vous voyez en dessous. C'est de dire que une grande majorité de ces services-là tournaient sur le cloud IBM, tournaient en mode logiciel dans des environnements spécialisés de type Windows pour certains, Linux, AX, etc., etc. L'approche que l'on souhaite être la plus ouverte pour adresser cette problématique d'hybridation de l'IT, elle s'appuie sur 1, la containerisation, et 2, sur la plateforme Red Hat OpenShift. Pour pouvoir dire, vous avez besoin de capacité pour pouvoir soit vous assister dans le move to cloud, et là ça va passer autour de la modernisation, soit d'avoir des nouveaux services à valeur ajoutée, par exemple de l'intelligence artificielle, par exemple de la sécurité avancée. Ce qu'on propose, c'est de dire, on la met sur une plateforme de type conteneur basée sur OpenShift, et vous allez pouvoir l'exécuter, la déployer là où vous le souhaitez. Sur IBM Public Cloud, on en sera extrêmement content. Sur du AWS, sur du Microsoft, sur du Google, sur du Tencent, sur de l'on-prem chez vous. Et c'est là, le cœur de cette stratégie, elle est vraiment sur ce paradigme d'architecture qui est la containerisation, qui est l'orchestration de containerisation au travers d'OpenShift, pour pouvoir dire, je vais amener cette portabilité, cette capacité à le déployer là où je le souhaite, en fonction de ma stratégie. Et pourquoi open? C'est que toute cette brique-là s'appuie sur de l'open source pour éliminer autant que faire se peut, atténuer autant que faire se peut, le lock-in que vous allez avoir sur cette solution. En disant, aujourd'hui, je pars sur celle-là, mais si demain j'ai envie d'évoluer, ce ne sont que des briques open source qui ont été agrégées, sur lesquelles on amène de la certification, sur lesquelles on amène du support, bref, que l'on permet pour une organisation d'industrialiser. Considérant que aujourd'hui, monter une plateforme d'orchestration conteneur basée sur du pur open source, et le pur open source que l'on retrouve dans OpenShift, c'est Kubernetes, ça n'est pas suffisant pour monter une vraie plateforme d'entreprise. Je vais devoir autour agréger 20, 30 solutions open source qui ont leur propre cycle de vie, leur propre capacité d'intégration et de validation, en partant sur une solution éprouvée, industrialisée. L'acteur qui est IBM plus Red Hat a validé cette solution et amené toute une approche de simplicité, de simplification sur ça.
Globalement, on s'appuie sur sur 4 convictions fondamentales qui aujourd'hui lient avec cette approche-là, qui nous lient intrinsèquement. C'est que, le monde sera hybride, c'est un peu le début de mon propos. 2, que les conteneurs sont et vont devenir dans les années à venir de plus en plus stratégiques. On le voit aujourd'hui, les développeurs développent leurs applications en mode conteneurisation. De plus en plus de sociétés shift une partie de leurs applications existantes monolithiques en microservices basés sur la conteneurisation. Et si on regarde un peu les projections qui sont prévues, aujourd'hui, le monde est majoritairement de la machine virtuelle avec des applications extrêmement monolithiques, 70% du marché. Sur 2022-2025, je vais avoir une inversion où la majorité des workloads applicatifs sera sur de la conteneurisation et donc nécessitera une plateforme d'orchestration de type OpenShift. La grande force de la plateforme OpenShift versus d'autres, c'est son côté open source, et 2, son côté simplicité et accélérateur sur cela. D'autres drivers et d'autres convictions qu'on partage, c'est l'innovation est un moteur de croissance. On va dire que ça, c'est presque un peu de tarte à la crème, mais c'est un élément important. Porté par la technologie, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transformation digitale, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'innovation, mais c'est un fort catalyseur à l'innovation. Et le dernier élément, c'est d'avoir des stacks, et c'est surtout fondamental pour une entreprise, qui sont à la fois sécurisés et agrégés de multiples solutions d'open source. Ce n'est pas forcément trivial, à la fois en termes de certification et à la fois en termes de sécurisation, de robustesse de son infrastructure. Là, c'est la promesse qu'il y a derrière OpenShift et derrière toute la stack que vous avez ici, avec la fondation et les logiciels derrière. C'est de les certifier, de les valider, d'amener ce support-là sur l'ensemble des plateformes que vous avez en dessous. Ça, c'est aussi un élément important dans cette approche. On le voit pour un certain nombre d'acteurs qui s'appuient sur de l'open source, mais qui ont amené derrière leur propre brique propriétaire, qui fait que si je fais de l'EKS, donc ils sont un Amazon Services, un Azure Kubernetes Services, un Amazon Kubernetes Services, mon application, si je m'appuie sur ça, elle ne va fonctionner, elle ne pourra pas évoluer au-delà de cet unique cloud provider. Ce qui est en opposition avec, l'approche de non-lock-in, et 2, qui est souvent en opposition avec l'approche multi-cloud que réclame un grand nombre d'organisations. Alors, si je rentre un peu plus dans les offres qu'IBM aujourd'hui propose, je voulais faire une première digression sur la partie public cloud. Aujourd'hui, IBM est un acteur équivalent à un AWS, un Azure, un Google. On est plutôt positionné 4e, si on prend plutôt 3e sur le secteur France, 4e sur l'Europe, et en fonction du monde, avec la montée d'un certain nombre de Chinois, peut-être un peu plutôt 5e. Mais globalement, un positionnement légèrement différent d'autres acteurs. Comme je l'évoquais, une approche de verticalisation assez significative ces dernières années sur notre cloud, autour principalement de la validation d'un certain nombre de certifications. Et aussi une approche très orientée autour de services pour l'entreprise. Si globalement j'essaie de prendre les 3 grands pans qui font le cloud IBM aujourd'hui, c'est effectivement l'innovation. Si on prend sur toute la partie service autour de l'intelligence artificielle, historiquement Watson, qui sont disponibles sur ce cloud. Toute la partie Kubernetes, il faut le savoir aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de clusters Kubernetes en production sur Kubernetes Vanilla et sur OpenShift. IBM plus Red Hat est un contributeur majeur à l'open source et intègre directement dans sa plateforme des services open source. C'est vraiment l'axe majeur. Un gros axe sur toute la partie sécurité, alors porté par la normalisation, les réglementations que j'évoquais tout à l'heure, mais porté aussi par des éléments techniques spécifiques sur toute la partie chiffrement. On a été au-delà du Bring Your Own Key,
qui est poussé par un certain nombre d'acteurs, qui est monsieur le client, vous nous fournissez vos propres clés, c'est vos clés qui vont permettre au chiffrement, mais on est obligé, nous, dans ce cas-là, d'avoir les clés, pas forcément d'avoir le système de déchiffrement, mais la clé. Là où nous, on est passé dans une approche qu'on appelle le Keep Your Own Key, où en fait, on fournit au travers du cloud IBM des modules hardware dédiés sur du mainframe, donc sur du Z, le mainframe étant considéré encore aujourd'hui comme le système probablement le plus sécurisé au monde et utilisé par quasiment 99% des institutions bancaires et d'autres infrastructures qui nécessitent un niveau de sécurité extrêmement avancé. Donc on a intégré dans le cloud IBM des modules hardware dédiés clients, monotenantes, et un processus qui permet au client de gérer l'entièreté du cycle de gestion de ses clés. Ce qui fait que IBM n'a même pas accès à la clé du client. Et si le client considère de dire je ne veux que personne n'accède à mes données, il verrouille le système. Et IBM n'a même pas accès aux clés de chiffrement. Donc personne ne va pouvoir voir les données. Au-delà de tout ce qu'on peut amener en termes de contractualisation et de recommandations et de protection, on amène ce niveau de sécurité en plus en disant vous gérez l'entièreté de votre processus de chiffrement de bout en bout et IBM ne le possède même pas. Donc ça, c'est un élément important et un différenciateur pour pas mal de business. Et sur la partie purement entreprise, aujourd'hui, on est considéré comme le cloud provider qui héberge le plus de workloads VMware. On a plus de 2000 clients à travers le monde qui hébergent leurs environnements VMware. Ce que les clients aiment bien, et ça a été vraiment la philosophie du cloud, c'est on est comme à la maison. Si je prends VMware, un administrateur VMware, un administrateur ESX va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, exactement les mêmes accès. On n'a pas quelque chose de dédié pour cela au travers de la plateforme IBM. Il y avait une petite question. Qu'est-ce qui garantit que le système de gestion des clés est fiable et source de confiance? C'est ce module hardware va gérer le processus de chiffrement. Et donc, il a été réputé, c'est le même que celui qu'on utilise sur les mainframes actuellement. Et en fait, il n'y a que le client, il n'y a que vous, dans ce cas la partenaire, mais plutôt que le client final qui gère tout ce processus de chiffrement et non pas juste l'hébergement des clés de chiffrement. Alors après, certains clients ont considéré de dire, ou même avant qu'on sorte ça, je gère le processus de chiffrement, mais je la mets dans ce module hardware qui est par essence sécurisé, auquel je suis le seul à avoir. Donc on peut avoir une approche modulaire en fonction des besoins, mais aujourd'hui, vous le voyez à droite sur les niveaux de chiffrement et les niveaux de confidentialité qu'on a sur la plateforme IBM, le FIPS Level 4 étant le plus haut niveau de confidentialité et de chiffrement, assure la sécurisation de cet environnement-là. D'autres éléments sur la partie entreprise, c'est la capacité d'avoir d'autres plateformes que des plateformes Intel, de type processeur Power, AX, E-Series, Z, du mainframe, du SAP, et du SAP sur tout ce qui est intéressant, quand je parlais tout à l'heure de Cloud for FSS par exemple, c'est du SAP sur des environnements validés, estampillés par les régulateurs, sur ce qu'on appelle des workloads régulés, donc qui permettent de les sécuriser. Alors le module hardware qu'on fournit, il est uniquement déployé sur le cloud IBM. En fait, il fait partie d'un mainframe le mainframe est partagé, mais ces modules sont dédiés par client, mais c'est pas des choses qu'on peut externaliser. Quand je parlais d'externalisation, c'est que certains clients ont considéré d'externaliser le processus de gestion de clés, mais de stocker cette clé-là dans ce module-là pour amener un niveau de sécurité encore supérieur. Parce qu'ils n'ont pas souhaité gérer le processus de génération de la clé dans ce module-là. Mais ce module-là n'est accessible que par le client. Et il est sécurisé par le client. Et après, on rentre sur la partie un peu IaaS. Ce qui est intéressant et ce que les clients remarquent là, c'est
une très forte granularité sur les instances que l'on va pouvoir avoir à la fois sur des plateformes Intel ou sur des plateformes Power au travers de la plateforme. Juste pour vous l'illustrer rapidement sous forme de petite démo vidéo, là on est sur la plateforme, je vais essayer de ne pas aller trop vite, je regarde ce que ça donne en termes de retour. Je suis sur mon interface, je vais vouloir me générer des environnements de type VM, différents environnements, soit des environnements dédiés où je vais pouvoir monter mon SDDC directement sur la plateforme, des environnements partagés où là j'ai besoin de quelques VM par-ci par-là et je n'ai pas envie de gérer l'infrastructure VMware sous-jacente. Mais là, dans ce cas-là, on va faire plutôt l'environnement dédié. Et l'environnement dédié, je vais, entre guillemets, guider. Si je montre un environnement de 0. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que je peux reprendre mes licences. J'avais des licences existantes, donc j'ai cette philosophie de bring your own license. Je n'ai pas forcément besoin de contractualiser au travers de la plateforme cloud. Je vais pouvoir faire ça sur du single zone, sur du multi-zone en fonction de mes appétences. Définir la typologie de mon infrastructure VMware. Ce qu'il est en train de faire ici, son vers sa version, donc du NSXV, NSXT en fonction des besoins. Ce que je vous évoquais tout à l'heure sur le Bring Your Own License. Définir la configuration hardware et sa localisation géographique. Aujourd'hui, le cloud IBM a un peu plus de 65 data centers à travers le monde. Et là, on voit les différentes granularités des environnements auxquels on peut imaginer vouloir se faire. Donc, je fais du SAP, je vais avoir ces environnements à ma disposition, avec directement à droite le coût de cet environnement qui va se faire. Dès la configuration et dès la validation de la cote, automatiquement, le système va provisionner cet environnement. Là, l'idée, c'était de montrer, la facilité de l'approche Bring Your Own License, qui est plutôt appréciée par un certain nombre de clients, et aussi toute cette approche de service additionnel. Je veux rajouter du Vim pour la partie stockage, je veux rajouter du Juniper, par exemple, pour protéger mon infrastructure VMware. Je veux rajouter de l'HCX pour étendre mon environnement VMware on-prem avec mon environnement cloud. Je vais pouvoir directement le faire. Ici, j'ai directement mon costing qui apparaît au travers de cela, avec n'incluant pas le coût VMware en fonction de mes besoins. Je vais passer à l'écran d'après. Pourquoi il ne veut pas passer ? Hormis la partie IBM Cloud et les services qu'elle recouvre au travers du IaaS et du PaaS, on a, je vous évoquais tout à l'heure, on top de la plateforme OpenShift, un certain nombre de services. Ce sont des services plutôt métiers, plutôt adressant à des use cases spécifiques. Et c'est ce qu'on a appelé pour nous des Cloud Packs. Ce sont des offres logicielles qui s'installent et qui se déploient, qui sont conteneurisées, qui s'appuient sur la plateforme OpenShift, qu'on a certifié, et quand je parlais de plateforme, qu'on a regroupé au travers d'un certain nombre de thèmes. Les thèmes que j'évoquais tout à l'heure, où je vais pouvoir, en fonction du besoin que je vais souhaiter adresser, déployer cette plateforme-là, par exemple sur un AWS, par exemple sur un IBM Cloud, par exemple chez moi, pour adresser la thématique de la modernisation de la donnée, ou pour adresser une thématique d'automatisation de processus d'entreprise. Je vais me retrouver avec une plateforme de services qui va regrouper en son sein un nombre plus ou moins important de capacités fonctionnelles adressant différents use cases et que je vais pouvoir consommer à l'usage. Et c'est ça que les clients apprécient sur cette plateforme-là, au-delà du fait de pouvoir la déployer là où ils le souhaitent, en s'appartissant de toutes les contraintes, ou potentiellement, si je prends par exemple la partie data en étant le plus proche des données de mon client, je vais surtout pouvoir les consommer à l'usage, les instancier
C'est là où le paradigme d'architecture cloud est important. Je vais pouvoir instancier les services qui font sens pour moi. Si je suis par exemple sur le premier qui est Cloud Pak for Applications, son rôle, c'est d'aider à la modernisation et à l'exécution des applications en mode cloud native. J'ai une application J2E. Cette application, elle tourne dans mon environnement VM chez moi, dans une approche très monolithique. Je vais avoir l'ensemble des outils à ma disposition pour pouvoir, 1, la moderniser, 2, la déployer, faire du CI/CD derrière, donc toute une thématique autour du DevSecOps, et tous les frameworks d'exécution qui font sens, en fonction de la cible de déploiement qui a été considérée. Et donc, je vais avoir tout ça packagé, dont je vais pouvoir me servir à l'usage. Si je prends la partie data, c'est la même approche. C'est de dire que pour valoriser la donnée, j'ai besoin de passer par un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est l'accès à la donnée. Ça va passer par des capacités de data virtualisation. Comment je vais pouvoir faire une base de données S3 sur mon Amazon, une autre on-prem, vue de manière unique pour l'utilisateur étant soit un data engineer, soit un business analyst, et sur lequel je vais pouvoir faire une seule requête, indépendamment des schémas de table et des données qui sont sous-jacentes. Des capacités autour de la gouvernance. Je simplifie l'accès à la donnée, mais à un moment, je vais devoir être capable de la sécuriser, je vais être capable de rechercher plus facilement de l'information qui est sous-jacente. Donc ça, c'est une des briques que je vais retrouver dans la plateforme. Et derrière, faire de l'analyse, intrinsèquement, du machine learning, de l'approche prédictive, de l'approche prescriptive en fonction des besoins. Et tout ça, ce sont des services que je vais pouvoir consommer dedans. Un exemple d'intérêt, on a un retailer dans le pharmaceutique aux États-Unis qui réfléchissait à une plateforme autour de la valorisation de la donnée, nous a challengé vis-à-vis d'un Google, a considéré que nos services fonctionnels étaient meilleurs, voire équivalents sur certains pans des offres Google. Par contre, avait fait le choix comme cloud provider d'Azure. Et donc, son choix s'est porté sur Cloud Pak for Data, à déployer la solution Cloud Pak for Data sur son environnement Azure, au plus proche de ses données, en fonction des contraintes qu'il avait derrière et du sourcing qu'il avait en termes de cloud provider. Et ça, c'était une des valeurs apportées par la plateforme OpenShift et derrière les use cases apportés par les fonctionnalités qu'on offrait dans la plateforme. Et ça, on va le retrouver sur la partie intégration, sur la partie automation, sur la partie sécurité. Si j'essaie de vous l'illustrer un peu plus de manière avancée par une petite démonstration, ici, là, on va retrouver des fonctionnalités offertes par la partie application. Imaginons que j'ai une application historique legacy. Hop, je vais enlever le son. Qui tourne, donc j'ai mon application Java qui tourne sur mon environnement WebSphere. J'ai cette application qui est ici, assez banale, de réservation d'hôtels. Et l'idée, c'est de travailler à sa modernisation. On a un premier service qui est dans la plateforme, qui s'appelle Transformation Advisor. Son idée, c'est de pouvoir assesser les applications existantes aujourd'hui et de pouvoir évaluer la charge d'évolution vers une approche de type ou une architecture de type cloud native. En vous analysant les problèmes qui vont être rencontrés en termes de librairie, en termes de complexité de développement, et donc de pouvoir accélérer et de pouvoir prioriser en disant, voilà, dans cette application, il y a un certain nombre de composants technologiques qui étaient utilisés à l'époque, qu'il va être plus difficile à utiliser, ou j'ai un certain nombre de dépendances externes qu'il va falloir être capable de générer. Et de cet assessment, générer automatiquement un squelette d'application qui va vous permettre de rajouter le code source de votre application qui a aidé, parce que la logique business n'a pas fondamentalement toujours besoin d'être changée, juste la partie structuration, pour ensuite pouvoir le redéployer ici sur un Liberty Server
J2E Liberty Server, mais ça aurait pu être déployé sur une autre type de technologie. Donc là, c'est un accélérateur pour moderniser une application et pouvoir la déployer sur des runtime qu'on pourrait considérer un peu plus modernes ou un peu plus actuels. On a dans cette plateforme une autre fonctionnalité qui est assez intéressante, au-delà des chaînes CI/CD de type Tekton et autres qu'on va retrouver, qu'on appelle mono to micro. C'est je prends une application monolithique et c'est un projet qui est issu de la recherche d'IBM, c'est quelle va être la bonne méthodologie d'éclatement de cette application sous forme de microservices. C'est comment il va être pertinent ou comment il serait pertinent de décomposer l'application sous forme de service et derrière de pouvoir vous construire les conteneurs qui vont héberger ces différents services qui feraient sens pour que cette application monolithique, on arrive à pouvoir la distribuer de manière beaucoup plus opérationnelle. Cloud Pak for Application, c'est vraiment à la fois un accélérateur sur la modernisation avec Transformation Advisor, Mono to Micro, mais c'est également tous les environnements dont je pourrais avoir besoin. Vous voyez ici un dashboard Tekton, par exemple pour ma chaîne CI/CD. Ça va être tous les runtime qui sont intéressants. Alors les runtime historiques IBM, les runtime Red Hat, des runtime open source, pour que ces applications, vous, en tant que développeur, vous puissiez, en fonction des langages et des prédispositions que vous avez, choisir les bons runtime d'exécution. Tout cela de manière sécurisée et supportée. L'autre élément que je voulais mettre en avant, c'était ça. Je vais couper le son, parce que sinon ça va être un peu galère. C'est toute la partie de multi-cloud management. Alors, on parle là d'une application assez classique. On va considérer que c'est l'application critique que vous avez aujourd'hui à gérer. Donc là, c'est une application Pacman qu'on a containerisée, qu'on a déployée. Et aujourd'hui, on l'a déployée à deux endroits. On l'a déployée sur du cloud IBM et on l'a déployée en même temps sur de l'Azure. Et on load balance en fonction des besoins sur ces deux cloud providers. Je vais pouvoir, au travers de l'offre qui s'appelle Cloud Pak for Multi-Cloud Management, déjà avoir cette vue unifiée sur mes applications, être capable, comme vous le voyez là, de descendre dans les différents conteneurs et microservices de cette application, de pouvoir opérer en fonction des besoins des mises à jour, de voir comment cette application se parle. Donc là, imaginons que j'étais à cet instant T une application qui était uniquement sur Azure, le système détecte que la plateforme et que mon environnement containerisé sur Azure n'est plus opérationnel. Automatiquement, je vais avoir une bascule et un redéploiement sur l'environnement IBM Cloud de manière quasi ininterrompue pour les utilisateurs qui sont derrière. Et donc là, j'ai vraiment cette approche que j'évoquais de multi-cloud et d'hybride où j'ai mon application qui est déployée à un instant T sur un environnement. Je vais pouvoir la basculer sur un autre environnement de manière la plus transparente possible. C'est ça qu'amène la partie OpenShift. J'aurais pu le déployer aussi sur la partie, cet environnement-là uniquement sur un AKS si j'avais souhaité, mais ce que pourrait amener de manière encore plus avancée la partie OpenShift. Et multi-cloud management, c'est comment je vais gérer ces multi-clusters Kubernetes, d'avoir une vue unique sur cela, pouvoir aussi gérer une thématique de versionning de cette application. Donc là, j'avais la version 1 qui était ici. Je vais faire une légère modification de cette application. Donc là, vous avez à gauche, en incrustation, l'application qui tourne. J'ai ici ma vue avec mon version sur mon Game Pacman en 1.13. Je viens de passer à la version 1.14. Et la 1.14, la grande différence avec la 1.13 était la couleur. Et de manière complètement transparente pour l'utilisateur, j'ai eu cette bascule qui s'est opérée sur cette application. Là, je l'ai géré sur un cloud provider.
On a pu le gérer sur plusieurs cloud providers de manière complètement transparente. Juste pour pousser et remettre un tout petit peu en avant des solutions IBM là, et montrer aussi ce côté on-prem. Donc là, on avait annoncé en début d'année la portabilité d'OpenShift sur l'environnement mainframe, ce qui bouclait un peu la boucle de l'ensemble des environnements hardware sur lequel OpenShift s'appuie pour amener cette approche de portabilité. Je suis là où, depuis ma console, j'ai la vue sur l'ensemble de mes clusters OpenShift qui vont tourner, et donc de pouvoir les manager de manière poussée. Et cette application que j'avais ici, je vais pouvoir la rajouter, la déployer en on-prem directement depuis cette console. Donc je vais modifier mon script de déploiement et le placement de cette application. Alors là, j'avais une particularité, c'est que l'environnement Power, et les processeurs qui sont sur le mainframe sont des processeurs différents, d'où l'intérêt de modifier ce M-chart pour positionner que la plateforme cible est du Z et donc utiliser un parcours spécifique. Mais cette application-là, maintenant, s'exécute directement sur le Z. Donc j'ai la même application à quelques binaires différents qui vont tourner et piloter de manière centralisée sur une partie sur du cloud, une partie sur du mainframe. Et en fonction de mon application, c'est uniquement cette voie-là que je vais avoir de manière différente. Donc ça, c'est des deux illustrations un peu des différents services que l'on amène et de cette vision de simplification de l'environnement hybride, où d'avoir cette vue unifiée sur mon système d'information. Alors, élément important que je n'ai pas montré ici, c'est qu'on l'a très fortement sur l'approche conteneur. Et au travers de cette offre-là, je fais le même pilotage sur mes environnements VM. Ce qui veut dire que j'ai cette vue unique sur mon legacy de machines virtuelles et mes environnements conteneurisés. Et au travers d'autres services, là j'ai mis plus en exergue la partie application, d'amener un certain nombre de capacités fonctionnelles pour moderniser les applications, exécuter des applications en cloud natif au travers depuis ces jeux de fonctionnalités. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce jour. Je ne sais pas si vous avez en complément des questions auxquelles j'ai essayé de répondre pendant l'échange, des commentaires ou des questions. En tout cas, elles sont les bienvenues. Merci, K.O. Bon, alors, Pac-Man, c'était le côté un peu jeu. On a la même démonstration sur une application bancaire, mais c'était pour montrer que toute cette thématique de l'hybridation est importante et que côté applicatif, on est surtout capable bien que de prime abord, une approche hybride peut paraître compliquée et a pu être un frein sur le move to cloud. Quand j'évoquais ces 20%, si vous vous rappelez au début, c'est de dire j'ai une multiple cloud provider et je sais que je vais avoir de multiples cloud providers, je sais que j'ai du legacy, donc bouger vers le cloud va être compliqué. Intrinsèquement, les outils qui permettent de faire cette gestion-là sont peu ou prou aussi simples que ce que je pouvais avoir dans une approche mono-environnement, on-prem ou cloud, et donc permettent à la fois de tirer parti de ça, et aussi surtout de tirer parti de la valorisation du legacy. Quand je parle du legacy, je parle de l'infrastructure IT existante, en disant je vais à la fois pouvoir la moderniser, je vais à la fois pouvoir l'exposer de manière plus simple, et l'exposition est toujours plus simple au travers d'un cloud qu'au travers de son on-prem pour des problématiques assez basiques de réseau et autres, et de sécurisation. Et donc, ce que l'on veut vraiment, c'est d'accompagner cette modernisation, d'aider à cette modernisation au travers des différents outils, dans cette perspective qui est un constat, et on le voit dans les dernières annonces. C'est un discours qu'on va dire martèle depuis
pour ma part depuis plus de 4 années et qui est repris dans les dernières annonces d'un certain nombre de cloud providers en disant nous aussi on veut faire de l'hybride, nous aussi on fait de l'hybride, etc. Oui, mais pendant les 4 dernières années, vous avez expliqué que l'hybride était une aberration, disant que la stratégie était un one cloud provider, là où IBM a toujours poussé cette approche hybride parce qu'on a aussi ce legacy qui est important et que ce legacy n'évolue pas comme ça, parce qu'il y a aussi ces contraintes légales qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, à un moment, il faut tirer parti de cet écosystème. Et ce que l'on veut, c'est pas de voir ça comme une contrainte, mais de voir ça comme une opportunité. Et on l'a vu, et il y a une étude qui a été faite par McKinsey sur l'hybrid cloud. Dans les cas qu'ils ont étudiés, ils ont vu que le ROI d'un move to cloud en mode hybride était 2,5 fois plus pertinent qu'en mode mono cloud provider. Pour la simple et bonne raison que GC lock-in que j'élimine autant que faire se peut, je peux tirer parti de l'innovation répartie plus ou moins là où je le souhaite. Je peux ne pas avoir à bouger des éléments qui ne sont pas critiques. Alors, ils sont critiques dans le sens où s'ils s'arrêtent, probablement mon entreprise s'arrête, mais ils ne sont pas critiques dans le sens où je dois le mettre dans le cloud. Par contre, ce qui est critique, c'est d'exposer ces services et de pouvoir plus facilement les consommer, etc. Et c'est ça qu'amène aussi l'hybrid cloud. Alors, ce n'est pas le mainframe dans le cloud. C'est plutôt l'approche de clients qui consomment, qui ont modernisé une partie des applications qui étaient sur le mainframe pour les rendre plus facilement consommables par des services tierces au travers, dans l'approche actuelle, au travers du cloud. Après, ce que l'on peut proposer, un peu comme on le propose sur le Power, c'est une partie des environnements mainframe sur le cloud, mais ce qu'apprécient, ce que recherchent les gens quand ils sont sur le cloud, enfin sur le mainframe, c'est beaucoup la partie sécurité. Et c'est aussi des clients qui ont un historique des équipes pour les gérer, et donc ils restent dans cette approche-là. Par contre, ils sont dans cette philosophie de faire plus avec autant, et donc de valoriser leur mainframe et donc les services qu'ils ont à consommer dessus. Donc ils ne sont pas intrinsèquement, c'est pas le mainframe qui est intrinsèquement dans le cloud, mais c'est la consommation de ces services-là au travers de services cloud qui est rendu de manière beaucoup plus simple qu'elle ne l'était par le passé. Et aujourd'hui, avec la partie OpenShift sur mainframe, c'est aussi la capacité à ouvrir de nouveaux services de développement basés sur la containerisation, basés sur ce que les nouvelles équipes de développeurs connaissent sur l'environnement mainframe, en tirant parti toute la notion de sécurisation de cet environnement. Il y avait une autre question, un concurrent OpenShift. Alors il y a plusieurs concurrents OpenShift. Mon but ici n'est pas de mettre en exergue tel ou tel concurrent, mais on pourrait en considérer deux. Il y a pour certaines organisations Kubernetes en tant que tel, c'est-à-dire l'offre open source en tant que telle. Je ne les vois pas fondamentalement comme un concurrent, puisqu'il n'y a pas une bijection entre OpenShift et Kubernetes. Il y a une analogie qui est assez intéressante. Vous pourriez considérer que Kubernetes, imaginons que vous voulez acheter une voiture, Kubernetes c'est le moteur, OpenShift c'est la voiture. Vous pourriez très bien aller acheter un moteur et acheter toutes les pièces qui sont autour et vous reconstituer la voiture. Si vous partez d'un Kubernetes open source, c'est ce que vous allez faire. La promesse OpenShift, c'est de dire on vous fournit la voiture. Par contre, toutes les pièces qui sont dans cette voiture, elles sont open source. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est d'agréger les différents projets open source qui font sens, qui amènent de la valeur et qui permettent d'industrialiser, d'opérationnaliser une orchestration de conteneurs. On les a validés, on les supporte dans le temps. Si demain, vous vous dites, non, j'ai plus envie d'avoir OpenShift, je veux revenir à l'approche, vous savez quoi, vous avez tous les composants open source, vous pouvez le faire. Mais c'est un travail. Après, la question, c'est est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est le cœur business de mon entreprise de manager ça
avec des ETP à temps plein qui suivent l'ensemble des projets open source, qui peuvent évoluer, qui peuvent mourir, qui peuvent être changés, etc., versus de prendre cette solution et d'amener une vraie valeur métier on top de ces solutions. Et après, il y en a d'autres acteurs, mais qui sont moins pour moi considérés comme de l'open source, mais qui amènent des orchestrateurs de conteneurs. Vous pourrez regarder sur Internet, il y en a d'autres, mais ils sont moins dans cette philosophie open source, et donc intrinsèquement plus dans une philosophie de lock-in. Après, chacun choisit en fonction de ses velléités, mais notre philosophie, elle est vraiment de... on pourrait considérer un dogme qui est la containerisation, l'orchestration de conteneurs et l'open source. Et derrière, c'est OpenShift et les plateformes Cloudpak. Et ce dogme-là, il a vocation à éliminer autant que faire se peut le lock-in. Mais en amenant toujours cette notion de certification, de support, qui est, à mon sens, vitale pour une entreprise. Parce que son cœur business, c'est pour certains d'octroyer des prêts, d'octroyer des assurances, de faire marcher des voitures, d'envoyer des avions, et pas de monter un système d'orchestration de conteneurs.